Bonjour Catherine. Salut Nelly. Comment tu vas? Ça va et toi? Très bien. Est-ce que tu as ton ticket? Le voilà. Merci. Allez, je t'emmène avec moi dans le wagon du roller coaster. Comment vas-tu? Super et toi? Ouais, bien. C'est plaisir de te voir. En vrai, dans le roller coaster, est-ce que c'est une attraction d'ailleurs que tu apprécies de monter Pas dans du tout. J'aime pas ça. C'est vrai? Jamais de roller coaster, jamais de manège, jamais de... Ah non, j'ai pas. J'aime bien me faire peur, j'aime bien prendre des risques, mais pas de cette manière. C'est marrant parce que j'ai pas mal d'entrepreneurs qui sont venus et c'est pareil. Pourtant, on est tous des aventuriers dans les montagnes russes de l'entrepreneuriat, mais pas de manège. Exact. J'ai reçu ton dessin. Alors là, on est sur un mélange. Il va falloir que tu m'expliques entre des coquillages, des cailloux. Quelle était l'idée? Ah, mais déjà, il faut que tu saches, Nelly, ce que tu me fais faire là, c'est complètement contre nature pour moi. C'est-à-dire faire un retour sur ma vie, je ne fais jamais ça. Je suis quelqu'un profondément ancré dans le présent. Et je crois que c'est aussi le secret de mon énergie et de ma force, c'est que je suis pleinement là, ici et maintenant. Et donc, peut-être pour des raisons qui m'échappent, mais je n'aime pas regarder derrière, je regarde devant, toujours, ou le présent. Donc là, tu me demandes de faire ça, c'était la grande inconnue. Donc merci, parce que c'est pas inutile au fond. Je pense que c'est un exercice qui permet aussi de se recentrer, de voir tout ce qu'on a parcouru. Et finalement, parfois, on se rend compte qu'on a fait des choses incroyables. Bien sûr, et c'est une façon aussi de continuer à aller de l'avant. Et alors, comme je ne savais pas très bien comment matérialiser cette vie riche, intense, hein, eh bien, quelqu'un m'a dit, mais tu sais, moi, j'ai une psy, elle me demande de faire un truc, elle me demande de prendre des cailloux et des coquillages, et sur le sol, de positionner en fonction des événements de ma vie, soit un coquillage, soit un caillou, et ça permet d'avoir un fil conducteur. Et je me suis dit, tiens, je vais faire la même chose. Pour Nelly, je vais sortir mes cailloux et mes coquillages. Super, donc on va commencer l'aventure. Donc cet horrible truc qui ressemble à un escargot, vous voyez, ce sont des coquillages. Hein. et les grosses boules noires, voilà, cailloux. Je décrypte avant qu'on commence. Le cœur, c'est de l'amour, vous verrez, c'est au centre, plus ou moins. Et tout en haut, non, ce n'est pas un soleil. C'est vraiment moche. C'est un tabouret. Alors là, c'est vraiment la connerie, c'est du teasing. De fou. Hein. Alors Catherine, est-ce que tu peux commencer par te présenter à notre audience? D'accord. Moi, je suis Catherine Barba. Je suis la mamie du web. J'ai commencé il y a plus de 25 ans à travailler au tout début d'Internet. Je suis très vite devenue entrepreneur dans la tech, l'e-commerce, digital. J'ai créé 1, 2, 3 boîtes. J'en ai revendu 2. Donc, c'était dans l'e-commerce. Hein. Avec l'argent que j'ai gagné, j'ai investi dans pas mal de startups de tous les genres, de retail tech, de fintech, etc. Plutôt des projets portés par les femmes. Je suis partie aux États-Unis pendant 5 ans en famille pour vivre autre chose. Et j'en suis revenue il y a 2 ans, 3 ans maintenant, pour recréer ma dernière boîte qui s'appelle Envie. Je quitte les startups, je quitte cet univers-là pour aller vers l'avenir du travail, le future of work. Pour moi, ce sont les indépendants, les freelances. Et j'ai créé donc l'école des indépendants. Ok, on va en parler. Donc, on se met dans le wagon. Allez, on est parti. Je m'accroche. En démarrage, premier coquillage. Oui, premier coquillage. Je vais aller vite, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas prendre la journée. Le premier coquillage, c'est ma famille. C'est là d'où je viens. Pour moi, c'est un terreau très positif. Je repense à mes parents, à la façon dont j'ai été élevée. Je suis fille unique, de là d'où je viens, un milieu assez modeste. Et je me dis que c'était une chance inouïe dans ma vie parce que ça m'a donné envie d'aller plus loin, plus haut, de me dépasser. Et puis, j'ai été entourée d'amour, ça c'est sûr, de confiance. Donc, ce premier coquillage, c'est ma famille, mes parents que j'adore et qui m'ont donné ce socle de confiance. Un socle entrepreneurial ou c'était plutôt des... Rien à voir, pas du tout. Personne n'est entrepreneur dans ma famille. Mes parents étaient salariés tous les deux. Dans ma famille, il y avait plutôt des fonctionnaires, des commerçants. Donc, rien à voir. Mais non, commerçants, c'est entrepreneur. Mais moi, je ne savais même pas qu'on pouvait être entrepreneur. Donc, non, mais en revanche, ils m'ont donné à la fois cette confiance et aussi le goût de l'effort. On aime bien le travail dans ma famille. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ah. Ouais. On connaît ce dicton. C'est ça. Donc ça, c'est mon terreau, tu vois. Je pars plutôt bien. Et puis, mon deuxième coquillage, c'est l'école, en fait. Moi, j'étais un petit cheval de course à l'école. J'étais une très bonne élève. Parce que j'avais... je me rappelle quand je passais avec mes parents en voiture, tu vois, dans les beaux quartiers,
vers la Tour Eiffel. Je voyais des appartements haussmanniens magnifiques et je me disais: «Oh là là, c'est super beau, mais pourquoi on n'habite pas ici, nous?» On était en banlieue et mes parents me disaient: «Bah, tu vois, si tu veux habiter là, mais tu dois travailler à l'école et tu dois être première de ta classe». OK. Et donc, c'est ce que je faisais parce que ça me motivait vraiment. Tu vois, je me disais: «J'ai envie». C'est drôle parce que ça a l'air d'être assez trivialement matériel. Et en vrai, c'était C'est un moteur. objectif. Ouais, je me disais, moi, je vais être la première de ma classe parce que je voudrais me payer un jour un appartement devant la Tour Eiffel. C'était mon but. Et en fait, en revanche, dans mon deuxième coquillage, à l'école, mon papa a retrouvé, je l'ai posté sur LinkedIn, tu sais, une rédaction de CM2. Et c'était: quand vous serez grand, vous saurez quoi? Et c'était: je veux créer et diriger une société d'informatique. Ah non, mais n'importe quoi. J'avais 10 ans, on est en 83. 83, franchement, enfin, l'informatique, c'est quoi? C'est rien. Mais donc, tu vois, Il y avait déjà les prémices. alors je ne sais pas d'où ça me venait, aucune idée, j'ai pas de souvenir, mais je disais, ça doit être son propre patron, doit apporter beaucoup de satisfaction et rapporter beaucoup d'argent. C'est qui est obsédé. L'appartement. Voilà, donc tu vois, il y avait un petit fil conducteur. Et donc ça, c'est drôle parce que j'ai des souvenirs vraiment très heureux. Toute ma scolarité, j'ai fait, tu vois, le concours de beauté intellectuelle, tout ce qu'il fallait passer jusqu'au bac de maths, prépa, etc. Donc ouais. Arrive un petit caillou. Arrive un caillou, c'est que je tombe malade quand j'ai 15 ans. Je vais à Gustave Roussy avec plein d'enfants chauves, malades, truc assez surprenant, quoi, qui tombe. J'étais en seconde et ça a vraiment changé ma vie. En fait, ce que je fais, tu vois, ce caillou, en réalité, je te le relie à un autre coquillage parce que forcément, sur le moment, tu as 15 ans, tu es malade, tu as une tumeur, c'est pas, voilà. Mais au final, quand je regarde ça 35 ans plus tard, je me dis que ça a fait grandir quelque chose en moi. Ça a fait grandir ma foi en Dieu. J'ai pris une énorme confiance dans l'amour de Dieu à ce moment-là, une énorme confiance, une énorme joie de vivre, tu vois, qui me quitte pas et qui me caractérise, une belle énergie. Et donc, cet événement qui pouvait être un gros caillou, finalement, je le regarde aujourd'hui comme ça m'a fait grandir, tu vois. C'est une transformation Ça m'a finalement. transformée, ouais, vraiment. Et donc, aujourd'hui, quand on dit « mais d'où tu pourrais être tout le temps énergique comme ça, d'où ça vient ?» Je pense que c'est beaucoup lié à cet événement-là. Ouais, c'est un événement qui change la façon de vivre aussi. Bien sûr. Donc, et donc là, tu remontes avec un petit... Voilà. Et donc, je continue mon parcours. Donc, je te disais, je continue à être mon petit cheval de course à l'école, super bac, super prépa. Donc, je fais une hippocagne-cagne, j'étais littéraire, pas mal, mais il y avait des maths aussi. Enfin, c'était un truc hybride déjà. Et le caillou numéro 2, c'est que je rate Normal Sup. Moi, je voulais faire Normal Sup. Je voulais être prof de philo. Ah, c'était fini l'informatique? Oui, j'avais complètement oublié, hein. Je trouvais que c'était exigeant. J'adore la littérature, j'adore la philo, j'adore l'histoire. Donc en fait, et je me disais, c'est chouette, je vais être prof. Je voudrais être prof des trucs prestigieux, tu vois. Et en fait, je rate. J'échoue à Normal Sup. Je rate l'oral. Et bon, j'avais pas suffisamment travaillé, je pense. Je faisais du théâtre à cette époque, très mal d'ailleurs. J'étais nulle en théâtre. Et puis parce que je pense que j'avais des trous dans mon gruyère. Tu sais, il y a une vraie reproduction, en fait, dans la vie. Enfin, c'est souvent quand tu regardes la structure des gens qui ont intégré Polytechnique ou d'autres, c'est souvent, tiens, les parents ou les grands-parents aussi. Et moi, je partais avec un bagage un peu plus léger, je pense, tu vois. Et puis, en vrai, j'avais peut-être pas assez travaillé. Toujours est-il que je rate Normal Sup et là, c'est la fin de ma vie, quoi. Oui. Je me dis, t'es nulle. Enfin, c'est vraiment un énorme drame pour moi. Une humiliation totale. Et puis, on me dit, bah tiens, t'es admissible dans les écoles de commerce parisiennes. Tu vas voir, c'est super. Je ne savais même pas ce que c'était. Je ne m'intéressais pas. C'est quoi ces trucs? Et il y en avait qui étaient hors du périph'. Oh, il y en avait une qui était dans Paris, le SCP. Ah, bah je vais aller là, tiens. Je vais candidater que là. Et donc, c'est comme ça que je suis partie en école de commerce. Et là encore, ce caillou, tu vois, cet échec, si je le regarde maintenant, je me dis, ça m'a sauvé la vie, en fait, parce que je n'étais pas tellement faite pour être prof. Même si je le suis un peu aujourd'hui avec envie. Mais j'étais pas faite pour ça. Tu vois, le business, le commerce, tout cet univers des affaires, créer des boîtes, c'était ça mon histoire. Et donc, si j'avais pas eu cet échec, je l'aurais probablement pas... Ça t'a amené sur le bon chemin. Ça m'a amené sur le bon chemin. Et donc, j'ai découvert une école de commerce qui était surtout une agence de voyage, en fait. Je suis partie aux États-Unis et c'est là que j'ai découvert Internet et puis tout un tas de gens formidables avec qui je suis toujours liée aujourd'hui. Donc, ça m'a permis, si tu veux, à une éducation
très livresque, où j'ai appris à très bien écrire, à structurer ma pensée, à être une bête de boulot, ça m'a aussi donné, tu vois, toute la dimension business, de compta, de marketing, et puis d'aisance. Donc ça, c'était assez complémentaire finalement. Et finalement, là, tu te lances directement après les études dans l'entrepreneuriat ou tu as quelques Pas étapes tout de suite. Alors la première étape, là, le coquillage du milieu, c'est quand je suis recrutée en fait. Je fais un mémoire de fin d'études sur l'arrivée d'Internet en France. On est à la fin des années 90. C'était un concours que j'avais eu. J'avais pas d'idée de mémoire de fin d'études. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'étais toujours un peu un ovni quand même en école de commerce. Et je vois dans Télérama ou autre un concours organisé par le syndicat de la presse, l'arrivée d'Internet en France et son impact sur la lecture de la presse. Je trouve le sujet génial. Il y a 5 000 € à gagner ou je sais pas quoi. Et donc, non, c'était des francs à l'époque. et je l'utilise comme mon mémoire de fin d'études et je gagne le premier prix. En fait, c'est la fille qui veut toujours être sur les podiums quand même. Et la présidente du jury, elle dirigeait une très grosse agence média qui s'appelait OMD. Aujourd'hui, c'est OMG, ça fait partie du groupe Omnicom, ils font de l'achat d'espace. Et elle me dit, c'est bien votre truc, nous on comprend rien, Internet. Si vous voulez, vous venez vous occuper de ça. Chez nous, on a des annonceurs pour qui on achète de la télé, presse, affichage, radio, mais il n'y a pas Internet. Voyons si vous pouvez vous en occuper. C'est comme ça. Donc, je ne suis pas entrepreneur tout de suite. Je commence par avoir une patronne, tu vois, la fée Viviane. Et je suis pionnière et c'est extraordinaire, tu vois. Et là, je découvre... c'est fantastique d'être au début d'une aventure et tu sais que tout est à découvrir, tout est à explorer. J'ai vraiment l'impression d'être dans le futur, tu vois, et d'envoyer des signaux aux autres. Ah, moi, je connais Internet. Ouais, c'était le démarrage, les balbutiements. Et... il y avait moins de 100 000 internautes en France. C'était vraiment le tout début du multimédia, quoi. Et j'aime bien cette idée d'exploration. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée depuis, tu vois. Ouais. Découvrir un sujet... Et aujourd'hui, c'est le futur du travail, mon sujet. Et c'est pareil, j'ai l'impression qu'on est aux prémices d'une nouvelle révolution. Pas autour des clients, mais autour des collaborateurs. Et donc ça, si ça m'intéresse de le creuser. Tout est lié. Oui, carrément. Donc je suis pas entrepreneur, mais donc je découvre quelqu'un. Et puis, parmi mes clients, il y a un site il y a Sony Music qui fait ou Sony, je sais plus, qui fait une campagne de pub. Je choisis un site qui s'appelle iFrance pour faire une campagne. Et pour me remercier, le patron de cette entreprise m'invite à déjeuner. Et c'est Marc Simoncini. Et en fait, à la fin du déj, j'ai dit, nous, on cherche un DG. Est-ce que ça t'intéresse de nous rejoindre? Et donc là, je suis à nouveau pas entrepreneur, mais ça y est, je me reconnecte à ma rédaction de CM2. Clac, je revois la lumière. Finalement, je me dis, oh, c'est peut-être ça mon histoire, quoi. Hein. Donc, c'est une espèce de cycle qui revient. En fait, je travaille donc chez iFrance, qui était donc un des sites ancêtres de l'Internet en France, et qui hébergeait des blogs. Et donc, cette histoire, après, la boîte est vendue, mais c'est à ce moment-là que je me dis, je vais créer ma boîte, j'ai envie. Et à ce moment-là, quand tu rencontres Marc Simoncini à l'époque, parce que c'est aujourd'hui, vous faites partie des entrepreneurs modèles français. Surtout lui. Hein. Oui. Comment s'est fait cette rencontre? Comment tu as vécu cette rencontre? Parce que c'est un moment historique quand même assez fort dans ta vie, j'imagine. C'était très drôle, c'était très sympa. Non, mais c'est surtout, je me suis dit, voilà, quelqu'un qui fait, qui agit, qui est capitaine de sa vie, qui crée sa boîte. Moi, je veux faire pareil, c'était mon modèle en fait. Un bon mentor. Ouais, et donc j'ai travaillé 2 ou 3 ans avec lui, et ça m'a... Alors, c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, mais c'est ça qui m'a vraiment décidée à passer à l'Ouest. Et donc, je suis devenue entrepreneur, et là, c'est quand même un caillou, tu vois. Je me suis dit, parce que c'est plus qu'un coquillage, c'est difficile, en fait. Ouais. Créer une première boîte, c'est un site de cashback. Tu sais, donc tu achètes en ligne et tu gagnes du cash, pas des points, mais du cash. C'est ma première boîte, parce que j'avais plein de clients qui étaient des acteurs en ligne, des commerçants, et qui avaient besoin qu'on génère du trafic chez eux. Et donc, moi, je trouve avec eux un accord d'affiliation. Tu sais, l'affiliation, c'est vous me générez du trafic et des ventes, je vous reverse une partie du chiffre d'affaires. Et donc, moi, avec mon système qui s'appelait Cash Store de cashback, j'amenais des gens à aller sur ces sites sur la promesse de si vous achetez chez Fnac, chez Sephora, etc., vous allez gagner du cash en retour. C'était assez précurseur parce que tu avais commencé cette activité en France à ce moment-là. Oui. J'avais vu que ça existait aux États-Unis déjà.
Et je m'étais dit, c'est fantastique pour encourager à cette époque, enfin, c'est au début des années 2000, l'achat en ligne est très, très faible. Il y a une très grande appréhension à laisser sa carte bancaire en ligne. Et puis, c'est un peu nouveau tout ça. Donc, je me suis dit, la promesse de gagner de l'argent quand on achète est probablement un accélérateur. Tu vois. Et donc, c'est comme ça. Donc, je fais cette activité qui, bien évidemment, décolle beaucoup moins vite que ce qui était prévu sur mon Excel. Et aussi parce que je fais toutes les erreurs possibles et imaginables sur la complexité du parcours client, sur le fait de ne pas être suffisamment visible. Je pensais que le bouche à oreille et tu vois, les réseaux sociaux qui étaient naissants à l'époque allaient faire tout le boulot de notoriété. Ben non. Donc, en fait, je coche un peu toutes les cases, mais néanmoins, là, je découvre un talent énorme. Tu sais, c'est toujours comme ça. Tu te découvres des talents dans les situations difficiles. Et donc, au moment où je vois que mon chiffre d'affaires ne suit pas du tout la courbe prévue, je découvre que je suis très forte en communication. Et donc, j'invente des moyens de faire connaître Cash Store, le Cyber Monday ou le Black Friday que je rapatrie des États-Unis qui n'existaient pas. Je trouve des sponsors parce que je suis une vendeuse aussi, je me découvre forte en vente. Et donc, j'arrive et on passe à la télévision. Et en fait, je découvre ma capacité à donner beaucoup, à amplifier beaucoup ce que je fais et à faire beaucoup parler de ma boîte, tu vois, et à coût zéro. Hein. Et donc, à attirer du coup des clients et des bons talents pour me rejoindre. Et donc, je me dis, ça, c'est un talent que j'ai, la vente. Et je découvre à quel point, quand tu es entrepreneur, c'est très important de savoir vendre. C'est un peu le nerf de la guerre, finalement. Le nerf de la guerre. Et on l'oublie. Bien sûr. Ah non, mais c'est, de toute façon, alors qu'on soit une start-up ou qu'on soit indépendant, qui sont les entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui, c'est ton deuxième métier, en fait. C'est ton deuxième métier d'être de vendre. Et ça, moi, je découvre que je l'ai. Et puis, je découvre aussi une autre capacité qui est que dans la difficulté, j'ai encore plus d'idées que jamais. Là, je vois mon chiffre d'affaires de Cash Store qui ne décolle pas. Et je me dis, mais pourquoi donc, nuit blanche, tu connais ça, hein, les nuits blanches. En plus, je commence à avoir un bébé. J'ai mis le cœur plus loin. En fait, j'aurais dû le mettre à ce moment-là, parce que c'est à ce moment-là que je me marie et que j'ai ma fille. Et donc, je ne dors pas, c'est l'angoisse. Mon mari crée sa boîte. Et donc, dans les nuits d'angoisse, je me dis, mais cette boîte ne décolle pas. Qu'est-ce que je dois faire? Mais pourquoi ça ne marche pas? Et je m'interroge. Quand ça ne vend pas, il faut que tu t'interroges. Hein, qu'est-ce qui fait que ça ne vend pas? Et en fait, je comprends que c'est trop compliqué, mon parcours client, et que mon modèle économique ne tient pas. C'est que moi, je gagne de l'argent quand j'envoie du trafic sur un site et que les gens qui arrivent sur le site achètent. Or, le taux de conversion sur un site e-commerce, c'est pas moi qui en suis responsable. Et souvent, le parcours est merdique et puis souvent, l'offre n'est pas très bien scénarisée. Enfin, on ne comprend rien. Et donc, je me dis, OK, je vais créer une autre activité pour améliorer la conversion sur les sites e-commerce. Comme ça, peut-être que ça améliorera mon business sur Cash Store. Et donc, après une nuit d'angoisse, je vais voir un copain et je lui dis, tiens, j'ai un truc à te vendre, tu vas voir, c'est génial, je sais transformer, enfin, augmenter ton taux de conversion. J'ai une méthodologie qui vient des États-Unis. Bon, je me dis, je suis bien obligée de le faire, quoi. Et ça, à ces moments-là, tu t'entoures ou tu fais ça toute seule? Je fais ça toute seule. Je prends... Je regarde Google Analytics, je me dis comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Et en fait, la méthode, je l'invente en la faisant, en fait. Hein. Je n'avais pas dû lui payer, je lui ai demandé très cher pour cette prestation. Mais toujours est-il que ça marche. C'est qu'à la fin de cette opération de sauvetage, il me dit, c'est génial, parce qu'effectivement, on a bien amélioré. Mais tiens, je vais te recommander à un de mes copains qui a une boîte, qui ensuite, etc. Et je recrute une personne, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10, et j'ai toute une batterie de consultants. Et donc, je découvre qu'en même temps que mon activité de cashback, j'ai une activité d'agence, d'optimisation de site e-commerce. Et donc là, tu rentres dans le bain de la gestion d'entreprise. Voilà, et de 2 entreprises. Et donc, c'est hyper compliqué parce que c'est déjà une, c'est l'horreur. Et à ce moment-là, c'est un peu les planètes s'alignent et je vends l'une et l'autre, en fait. Avec un mari, en plus, qui monte une boîte, c'est en bas âge. Voilà, on a frôlé le divorce au moins 150 fois. Non, oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile. C'est difficile de faire tenir tout ça ensemble. Et comment, justement, vous trouviez la force d'avancer? Parce que c'est vrai que 2 entrepreneurs qui lancent en même temps... On ne trouvait pas. On était dans un tunnel de fou. On a une chance dingue d'être encore ensemble 23 ans après. Quoi. C'est tellement... c'est vraiment difficile. Je ne recommande pas. Hein. Il ne faut pas faire, hein, n'y allez pas. Ne faites pas à la fois les enfants, tout le monde entrepreneur dans la famille parce que, en fait, il y a trop de paramètres en insécurité et on a quand même besoin d'une certaine stabilité. Donc, toujours est-il que la chance, quand même, c'est que j'arrive à vendre Cash Store à mon principal concurrent. Et puis, donc, cette activité d'optimisation de site e-commerce, je la vends à VP.
Et donc, justement, ces ventes-là, le fait de vendre, c'était pour toi une stratégie, une volonté, ou ça a été eux qui sont venus vers toi En fait, c'était pas moi, ça s'est plutôt passé, comme tu dis, à l'inverse, c'est qu'ils sont venus vers moi et je me suis dit, ah tiens, c'est une bonne idée, ça va me libérer. Alors, pour Cash Store, ça s'est passé comme ça. Et pour mon activité d'agence, en fait, je m'étais dit, là, c'était moi qui souhaitais vendre. Je me disais, c'est trop compliqué aujourd'hui. Le marché est complexe. Il y a une tension, comme aujourd'hui, hein. C'est moi qui génère l'essentiel du chiffre d'affaires et j'avais peur, en fait. Tu vois, j'avais peur de ne pas pouvoir continuer. J'étais peut-être fatiguée et donc j'ai vendu pour les mauvaises raisons. En fait, quand tu as peur, c'est pas une bonne raison de vendre. Et donc, dans les deux, c'est-à-dire, il y en a une qui était en position de force et l'autre, entre guillemets, en position de faiblesse. Enfin, grosso modo. Hein. Non, oui, il y en a une, j'étais On vient de chercher, l'autre, c'est... Ouais. Non, mais c'était super, enfin, le dire, ravie. Ça m'a permis d'investir dans plein de startups, d'acheter un appartement. Enfin, c'est très bien. Financièrement, c'est très satisfaisant. Mais humainement, c'est très difficile. Et c'est pour ça que quand tu arrives là, on retourne sur nos magnifiques dessins, en fait, quand je vends, donc c'est là aussi où il y a le cœur, parce que c'est ma fille, mon mari, hein, ils sont au cœur de ma vie. Quand je vends, en fait, la deuxième activité à VP, c'est difficile pour moi. C'est une période hyper noire de ma vie. Enfin, c'est qui n'a pas duré longtemps, mais j'en ai pas un souvenir parce que j'avais fait les choses pas pour les bonnes raisons et parce que je me retrouvais dans une entreprise. Finalement, je découvrais que j'étais profondément entrepreneur, que, tu vois, vendre sa boîte, ça peut être un but, un endgame, mais en réalité, j'avais pas très bien préparé ça et je n'avais plus d'idées, quoi. J'avais plus envie de me laver les joues. Non, mais j'avais plus envie, j'avais plus d'idées. C'était difficile pour moi, tu vois, la greffe avait du mal à prendre. Ouais, donc en fait, tu t'es dit c'était presque une passation, mais tu voulais tourner la page. Oui, c'est ça. Puis surtout, j'étais pas... Je me disais, c'est pas mon histoire. Je me suis trompée. Après, j'ai appris des trucs extraordinaires chez VP. Je suis rentrée dans les coulisses d'un géant de l'e-commerce et j'ai vu de façon très concrète comment se passe le shooting des catalogues produits, comment se passe la logistique, comment se passe le service client. En fait, tout ça à l'IT. Et donc, j'étais aux premières loges d'observation. Tu vois, c'est précieux, ça. Mais c'était pas mon histoire. Et donc, comme je dépérissais à vue d'œil, mon mari a dit, bon, ça suffit maintenant, on va partir, hein, on va prendre 2 mois de vacances, on va se calmer et on va partir aux États-Unis. Et en fait, on est resté 5 ans, quoi. Tu vois. New York, c'est ça, démarrage. Non, mais on est parti aux États-Unis et là, c'était donc, tu vois, une nouvelle période de ma vie où je me disais, c'est bien, j'avais le sentiment d'avoir accompli des choses en France, tu vois, créé ces 2 entreprises, revendues. Et moi, j'aime bien me mettre en risque. J'avais l'impression que ça tournait un peu, puis j'avais envie d'autre chose, je pense. Et donc là, tous les deux entrepreneurs. Ouais, et notre fille, en fait, hein, qui avait donc 10 ans, un peu plus à l'époque. Mon mari avait déjà vendu sa boîte et donc il était stay-at-home dad. Donc on part tous les 3. On part aux États-Unis et ça, c'est un beau coquillage parce que c'était une aventure vraiment chouette d'apprentissage. Je ne sais pas si toi, tu as déjà vécu. Oui, j'ai vécu à New York, 3 ans aussi. Ouais. Tu sais, en fait, quand tu es loin de tes bases, tu es hyper curieuse, tu poses plein de questions, tu rencontres des gens, tu as ce sentiment que ça ne va pas durer. Et donc, tu profites doublement du temps présent. Et donc, tu fais des choses que tu n'aurais jamais faites dans ton environnement normal. Et surtout là-bas, je pense, c'est quand même un vivier d'énergie. Et donc là-bas, moi, je crée un observatoire sur la transformation numérique des entreprises. Je vais interroger plein de patrons, je vais interroger plein de startups. Et donc, ça me fait un réseau fantastique. Je deviens patronne de la French Tech New York. Et puis de l'autre, je vais donner des cours à Harvard et à Columbia, truc de fou. Je fais le marathon de New York, je rencontre Serena Williams. Enfin, c'est des choses de fou. Donc, j'ai vraiment vécu... Et puis, surtout, je rencontre Karine Malocena, qui est mon associée aujourd'hui dans Envie, avec qui je travaille. Donc, ça reste une période où je me suis régénérée, tu vois. Ouais. Où j'ai retrouvé de l'élan, où j'ai retrouvé... tout ce que j'avais perdu avant de repartir. Oui, tu as su asseoir en plus un vivier, un réseau, et surtout à New York, ça va très vite. On a beau le dire, mais ça va très très vite en termes de fusion, d'accélération. Et puis ça me correspondait bien, et puis c'était un peu un rêve d'enfant aussi d'aller vivre là-bas, donc j'avais l'impression de m'accomplir. C'était difficile ma vie de famille alors, parce que mon mari n'avait pas du tout envie d'y aller, et je l'avais pas écouté. Ça c'est une erreur à pas faire. Tu sais, quand tu fais un move de famille, il faut toujours que tout le monde soit bien, être sûr que c'est
tout le monde est d'accord. C'est pareil avec un associé, hein. Quand on va quelque part, est-ce que tout le monde est aligné? On y va pour les bonnes raisons? On y va ensemble, on a la même visée? OK, sinon, il va y avoir des tensions, quoi. Et donc, sur l'aventure qui suit, tu t'es associée. C'est la première fois, au final. C'est ça. Alors, il y a un caillou entre-temps, qui est vraiment un caillou sur lequel je tire pas grand-chose de positif. C'est Joseph Sartre, un super ami qui est mort, qui était entrepreneur, investisseur, un gars absolument génial, et qui a un accident. Et sa mort arrive comme ça, comme une incompréhension totale, tu vois, qui questionne beaucoup de choses chez moi. Et ne me remet pas ma foi en question, ni des choses, mais quand même, c'est vraiment... Alors, tu vois, de tout ce dessin, c'est le caillou noir, étonnamment, alors qu'on n'était pas si proches que ça. Mais vraiment, je me rends compte tu vois, de la fragilité de la vie, en fait, parce que je l'avais déjà connu quand j'étais à Gustave Roussy, mais je me dis, c'est vraiment... Il y a des choses mystérieuses qui se passent, donc profitons du présent, vraiment, prenons les bonnes choses. Prenons les mauvaises, de toute façon, rien ne dure, mais tant qu'on est en vie, on peut tout faire. Exactement, c'est une belle leçon. C'est clair. Et donc, ça, c'est après New York, retour en France, après le Covid. Donc oui, vous passez le Covid aux États-Unis. Oui, c'était marrant parce que il y avait plus de liberté, en fait, qu'à Paris, en France, j'ai l'impression. Et puis, retour en France, et là, tu vois, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à être... sur tout ce qui est e-commerce, investir dans des startups, je sais pas trop. Je vais renouer avec mon ancien réseau. Puis en fait, quelque chose me tombe dessus, mais littéralement. Tu vois, cette idée que je lis dans la presse, le travail se transforme, les Français aspirent à plus d'autonomie, d'équilibre, de sens. Les gens veulent travailler autrement, se mettre à leur compte. Les indépendants. Et là, je me dis, l'école des indépendants, c'est ça que je vais faire. Tu vois. Ouais. Et je me suis dit, et donc évidemment, une fois que j'ai vu la lumière, j'ai commencé à faire toute une étude de marché, aller interroger des indépendants sur leurs besoins, regarder la concurrence, les contraintes de toutes sortes. J'ai passé de nombreux mois à faire mon étude. Et puis après, je suis allée convaincre mes amis, parce que je l'ai montée avec mes amis, cette boîte. Je ne pouvais pas faire autrement. Ça aussi, c'était une nécessité. C'est-à-dire que vous êtes plusieurs amis à gérer cette Il y a Karine que j'ai rencontrée à New York. Et il y a Charlotte que j'ai rencontrée tout en bas de la feuille quand on était en prépa. On était ensemble en prépa, donc ça fait plus de 30 ans qu'on est amis, qui était prof d'histoire et qui ensuite s'est reconvertie après avoir repris des études à l'école du Louvre. Elle est devenue conférencière en histoire de l'art et donc elle est devenue indépendante. Donc je me dis, attends, je vais faire une école, il y a de la formation dedans, c'est indépendant, des reconversions, c'est Charlotte. Et puis il va falloir avoir... plein d'activités, multiplier les sources de revenus, être bon avec les clients, faire du digital, être bon en gestion de boîte, c'est Karine. Oui. Voilà. Donc une belle ascension et un rassemblement de femmes. Voilà, on est 3 cofondatrices. Et donc, on a créé l'école des indépendants ensemble. Donc, ça a fait 1 an et demi, que ça s'appelle Envie. J'adore, c'est mon aventure préférée, en fait. Et donc, on propose des formations pour toutes les personnes qui veulent se mettre à leur compte, tu vois, ou qui sont déjà indépendants, donc des coachs, des consultants, des freelances, toutes les personnes qui sont en fait leur propre compte de résultats et qui veulent franchir un cap de chiffre d'affaires ou assez vite générer du chiffre d'affaires. Chez Envie, tu n'apprends pas à lever des fonds, tu apprends à lever des clients, tu vois. Nous, on est une école de vente. On est une école de vente et c'est vraiment, comme je te disais, ça a toujours été ma force et aujourd'hui, je transmets mes secrets, je transmets mes méthodes, tu vois, ma discipline et mon réseau. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. Puis de l'autre, on a une communauté, en fait, une communauté d'entraide, parce que tu es seul quand tu es à ton compte. Ça, c'est un vrai sujet, la solitude de l'entrepreneur, et surtout des solopreneurs. Exactement. Donc les indépendants ne doivent pas rester indépendants. En fait, tu as forcément des coéquipiers, des gens avec qui tu partages tes coups de mots et tes succès, avec qui tu vas chercher des clients, tu te donnes des tips. Et c'est ça qu'on est en train de construire en digital et en physique. Donc aujourd'hui, Envie, c'est ça. C'est l'école des indépendants. Et puis, bien sûr, comme quand tu es à ton compte et que tu fais du B2B, tes clients, ce sont souvent les entreprises, grandes et petites. On a tout un travail d'évangélisation en cours, une partie de l'équipe qui ne fait que ça, pour dire aux DRH, aux dirigeants, ouvrez votre entreprise, qui deviennent des hubs de compétences et travaillez avec les indépendants. Parce que c'est une richesse extraordinaire et finalement, votre workforce, elle s'augmente, quoi. Donc, ça fait 1 an et demi, tu vois, on est en train d'avancer sur tous ces sujets. Moi, je trouve ça passionnant, le futur du travail.
Et du coup, je finis avec mon tabouret là en haut de la feuille. C'est que finalement, je regarde tout ça et je me dis, c'est en fait mon histoire. Tu vois, il n'y a pas des hauts et des bas. J'ai essayé, de fait, je convertis beaucoup de bas rétrospectivement en haut. Mais ce qui fait le sel de tout ça, c'est que j'arrive à peu près à tenir sur 4 jambes, 4 pieds de mon tabouret. Il y a le pied de ma vie familiale, tu vois, qui me donne de l'amour, qui me donne de mon énergie, ma confiance en moi, comme mes parents l'ont fait. Et là, aujourd'hui, c'est mon mari et ma fille qui me donnent, c'est du bonheur en barre. Il y a mes amis, la famille, les amis, tu sais, qu'il faut garder du temps pour être avec eux. Ça aussi, ça te met tout le reste à distance, quoi. Le boulot, finalement, c'est que du boulot. Il y a tout ce qui est give back, le temps que tu passes pour les autres, que ce soit... c'est important pour moi, arriver à trouver du temps pour investir dans des boîtes, pour accompagner des entrepreneurs, pour juste donner des conseils, donner du temps à des gens. Ça, c'est quelque chose, on m'appelle souvent Mère Teresa. Et puis le dernier, c'est le big boss, c'est ma vie intérieure. C'est quelque chose qui me tient debout, qui me donne la niaque et qui m'apporte beaucoup de joie. Et quand j'arrive à tenir sur ces 4 jambes, ces 4 pieds, pas facile, hein, on est des équilibristes, je me dis que ça se passe bien. Donc, soyez des équilibristes aussi, quoi. Hein. Et ça va bien se passer. Merci infiniment, Catherine, d'être venue aujourd'hui. Merci à toi. Tu as passé un bon moment. Ah, c'est super, c'est beau aussi. Je t'invite à signer ton petit ticket de passage et je remercie Qu'est-ce que tu en fais après? Alors, je les collectionne. Et je remercie tous les spectateurs d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à les partager, commenter. Et on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt.